Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 12 décembre 2022. À la une de l'actualité de ce jour, le président de la République avec son épouse Mial Radouil et quelques membres du gouvernement sont actuellement aux États-Unis pour assister au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington pendant 3 jours. Des réunions très importantes coïncident également avec ce sommet, raison pour laquelle ce voyage à Washington déterminera les grandes collaborations pour l'avenir et le développement de Madagascar. Plus de détails avec Shudikael Khachianirin et Andra Zajaibé. L'invitation du président américain Joe Biden aux dirigeants africains à ce sommet qui se tiendra à Washington à partir de demain montre que l'Afrique a un rôle important dans le domaine de la politique et de la coopération mondiale. Cette réunion qui verra la participation de Madagascar aura lieu à Walter Reed Convention Center. Le président de la République, Andry Rajoelina, est déjà sur place et prendra la parole 2 fois lors de cette réunion. Par ailleurs, dans l'agenda du président Andry Rajoelina sont également prévues d'autres rencontres. L'ouverture officielle de ce sommet des dirigeants États-Unis-Afrique aura lieu demain 13 décembre. Un moment important qui permet de discuter et d'échanger sur la coopération compte tenu des changements qui existent dans le monde actuellement, qu'ils soient politiques ou économiques, mais surtout climatiques. Durant ces 3 jours de rencontre, le président malgache aura droit à 2 allocutions. Durant la première, le président de la République malgache parlera de la stratégie des pays africains dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Le deuxième discours portera sur le secteur dont Madagascar a fait une priorité, qui est l'autosuffisance alimentaire. Il sera principalement question de la sécurité alimentaire sanitaire et face aux changements qui existent dans le monde. Outre la participation au sommet, à l'ordre du jour du président Andry Rajoelina figure sa rencontre avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique australe et orientale, Victoria Kwakwa, qui vient de visiter Madagascar la semaine dernière. Une rencontre avec le vice-président de la Banque africaine de développement, ou BAD, Adesina Kinwumi, est également au programme. Mais avant l'ouverture officielle du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, qui se tiendra demain, un dîner d'affaires suivi d'un échange professionnel aura lieu. Le président Andry Rajoelina y est spécialement invité, aux côtés de nombreux dirigeants honorables, tels que le président Macky Sall, président du groupe africain et président du Sénégal, le président libérien George Weah, le président de la Tanzanie ou encore le président de la Millennium Challenge Coopération. Les Malgaches qui résident aux États-Unis et au Canada attendent également avec impatience la rencontre avec le président de la République et son épouse lors de ce déplacement de la délégation à Washington. Ensuite, l'Union africaine est prête à aider Madagascar pour l'organisation des élections présidentielles de 2023, a déclaré son représentant permanent à Madagascar. Le mois de février prochain, les observateurs électoraux de l'Union africaine viendront à Madagascar. En préparation de l'élection de 2023, une formation a été dispensée aujourd'hui aux femmes politiques et occupant des postes élevés dans le pays concernant le suivi et la résolution des litiges électoraux. Plus de détails avec et L'organisation de l'élection qui se tiendra en 2023 avance progressivement comme prévu, a indiqué la représentante de l'Union africaine à Madagascar. Cette dernière est prête à renforcer les efforts que Madagascar déploie dans l'organisation de cette élection. L'objectif est d'avoir une élection propre et transparente et surtout acceptée par les partis politiques et les acteurs politiques pour prévenir d'éventuels troubles avant, pendant et après l'élection. L'existence de troubles n'est plus souhaitable pour Madagascar et chacun devrait se concentrer sur les développements du pays, a déclaré la représentante de l'Union africaine à Madagascar. Justement, c'est aussi le but, c'est aussi de les préparer à participer aux futures élections. Ce que nous aussi, en tant qu'Union africaine, nous comptons également envoyer une mission à partir de janvier ou février 2023, une mission de pré-élection pour voir un peu aussi comment les choses se déroulent, le processus électoral, s'il est bien préparé, si les choses avancent, etc. Donc l'Union africaine va aussi envoyer une mission bien avant les élections, en janvier ou février, donc je n'ai pas encore la date précise. Mais donc c'est pour justement aider Madagascar à mieux préparer ce processus pour que Madagascar ne revienne plus jamais
en arrière. La pleine participation des femmes dans le domaine des élections est grandement souhaitée, qu'il s'agisse de se présenter aux élections ou également dans le contrôle et la manière de résoudre les problèmes électoraux. Afin d'encourager les femmes malgaches dans cette démarche, une formation a été dispensée aux femmes politiques et occupant des postes élevés dans le pays concernant le contrôle et la résolution des problèmes entourant l'élection. Comment inciter les femmes à participer dans la vie politique, à mieux être mobilisées dans les partis politiques, à mieux aussi préparer les élections, aussi bien au niveau des législatives que aussi aux élections présidentielles. Vous voyez, donc ce qui manque souvent, et c'est généralement partout en Afrique, ce qui manque souvent pour les femmes africaines, c'est ça, ce sont les moyens. Donc nous, en tant qu'Union africaine, nous voulons d'abord les former, leur donner toutes les informations nécessaires sur les mécanismes qui existent. Cette formation organisée par l'Union africaine durera 3 jours. Et les différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif commencent à se tasser petit à petit actuellement, selon le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui, qui a aussi affirmé que des discussions étaient déjà tenues entre les deux parties. C'est justement le manque de communication entre ces deux institutions qui est à l'origine de cette querelle et les allégations selon lesquelles la situation actuelle pousse la présidente de l'Assemblée nationale à démissionner sont fausses, selon toujours le numéro 1 de la région Analamang. Parmi les sources des différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui a entraîné la tentative de motion de censure est le manque de communication entre les deux institutions, selon les explications du gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Chacun a déjà pris des leçons sur ce qui s'est passé, que ce soit le gouvernement que les députés au sein de l'IRD, et les problèmes commencent à se dissiper. Une entente a été trouvée et chacun a laissé de côté son ego pour faire place aux intérêts communs, qui est celui du pays. Bien sûr qu'il y a toujours des différends au sein des dirigeants, mais cela ne devrait pas ternir l'image de l'État et celui du président de la République. Chacun est conscient de ses actes. Heureusement que nous pouvons encore en discuter et trouver un compromis pour le bien de tous, affirme le gouverneur dans son bureau aujourd'hui. De plus, la motion de censure n'est pas une solution car on est à quelques mois des élections présidentielles. Il faut penser aux projets réalisés et poursuivre en ce sens, selon Eraso Marmak. Un nouveau gouvernement n'est pas la solution car cela prend du temps à mettre en place, ce qui entraînera également la suspension des affaires de l'État. Cela ne servira qu'à ralentir la cadence, souligne-t-il. Le numéro 1 d'Analamang a affirmé aujourd'hui qu'il n'y a aucune tentative de pousser la présidente de l'Assemblée nationale à démissionner, surtout pas au sein de son parti. Au contraire, les membres du TGV sont là pour la soutenir et l'aider dans ses responsabilités, selon Eraso Marmak. Dans un tout autre sujet, 35% des jeunes entrepreneurs malgaches qui ont participé au Forum international de la jeunesse en emploi vert qui s'est tenu à Madagascar en 2019 ont créé leur entreprise, lesquelles fonctionnent toujours actuellement. Beaucoup de jeunes engagés dans des entreprises vertes soutenues par l'OIF n'ont pas pu continuer à cause de la crise sanitaire, a déclaré le président général de la jeunesse, Razana Mastiktik, aujourd'hui, dans le cadre de la suivi des efforts déployés par les jeunes entrepreneurs malgaches faits par l'OIF. Cette dernière leur offre également un atelier technique pour une durée de 2 jours. Aniela Martina et Nza Hadjiansou. La crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 qui a débuté en 2019 a eu un impact néfaste sur les jeunes entrepreneurs malgaches. Les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'y ont également ajoutées, a souligné le directeur général de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui. Si près de 200 jeunes ont initié un projet d'environnement vert au Forum international pour l'emploi des jeunes, organisé par l'OIF à Madagascar en 2019, seulement 70 d'entre eux sont opérationnels, mais toujours en reprise progressive actuellement. 10 projets des jeunes entrepreneurs malgaches ont reçu un soutien financier de l'OIF il y a 3 ans. Désormais, l'OIF fait le suivi et continue également à leur apporter une assistance technique selon les informations. L'exposition des réalisations des jeunes entrepreneurs malgaches se tiendra pendant 2 jours. Et une mère de famille refuse qu'un chemin public passe par son terrain. Ce se passe dans le quartier d'Abattoumar. Une construction illicite a été également bâtie sur l'ancienne voie publique et quelques personnes veulent qu'une nouvelle passe par son terrain. Selon son témoignage aujourd'hui, la justice a déjà donné raison à cette mère de famille, mais le Fouktan et certains parmi les responsables ne veulent pas appliquer ce verdict, selon toujours cette dernière. Les détails avec Natira Koutmaf et Nza Hadjiansou.
Étant donné que les responsables ne veulent pas appliquer la loi, notamment une décision de justice qui tranche en sa faveur, cette mère de famille a décidé de barrer ce chemin public qui est sur sa propriété. Cela fait des années que cette mère de famille se bat pour que son terrain lui revienne. Elle a suivi toutes les procédures administratives, judiciaires et a appliqué à la lettre la loi. Une décision judiciaire lui a même donné raison, selon ses explications aujourd'hui. Pourtant, la fermeture du chemin privé emprunté par les riverains sur la dite propriété tant que les propriétaires n'ont pas donné leur consentement, ainsi que la fermeture de tout passage exploité également, et ordonne la démolition de toute construction érigée par les requis qui empiètent sur la dite propriété. Selon cette décision judiciaire, son terrain ne devrait pas servir de chemin public dans ce Fukuntan d'Amatmar, car une telle voie existe, mais des constructions illicites y ont été érigées. Maintenant, certains veulent s'accaparer une partie de son terrain pour en faire un chemin public en remplacement de celui d'auparavant. Selon toujours cette mère de famille, elle avait déjà cédé une servitude de passage d'1 mètre avec celui de l'église en face, mais cette servitude de passage a également fait l'objet de constructions illicites, comme le montrent les images. Du fait de ces actes, c'est son terrain qui serait sacrifié, souligne Minsura Zakarsu, la mère de famille propriétaire du terrain. Elle appelle ainsi les responsables du Fukuntan, de la commune et les autorités compétentes afin que soit appliquée la décision de la justice qui a tranché en sa faveur. Le 6e arrondissement de la capitale bénéficie également d'écoles primaires publiques aux normes dans le cadre des projets présidentiels. Le député de Madagascar élu dans cette circonscription a effectué ce jour la pose de la première pierre pour le début des travaux de construction de cette EPP Manara Pinch à Janmain. Reportage sur les images de Yves Chanel. L'un des problèmes rencontrés par l'EPP Janmain est le manque de salles de classe. L'infrastructure existante n'a que 6 salles de classe pour 400 étudiants. Une classe est ainsi divisée en 2 groupes, dont le premier étudie le matin et le second groupe l'après-midi, selon les explications de Arsuna Rinch, directrice de l'EPP Janmain. C'est pour cette raison qu'une école primaire publique Manara Pinch sera construite à côté du CEG à Janmain. L'EPP pourra accueillir à terme plus de 600 élèves. Cette infrastructure contribue à la réalisation des projets présidentiels, déclare Akutor Manana Maxime, député élu dans le 6e arrondissement. La pose de la première pierre a été effectuée aujourd'hui par le député de Madagascar élu dans cette circonscription et les travaux dureront 5 mois selon toujours les explications. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, l'équipe de Foussa Junior Bouin est en tête du classement de la Conférence Nord dans le championnat Madagascar 2022 pour la première division ou Pro League. Dans la Conférence Sud, les équipes renommées telles que l'LGCO Plus et le CFFA ont été battues. Plus de détails avec Anzar Hassan Arvil. Dans la Conférence Nord, tous les résultats ont suivi la logique. Les équipes renommées de cette Pro League, la première division, l'ont remporté. Le COSFA a battu l'USCAFoot sur le score de 2-1. La Jesaya a battu l'AS Fanalamanque par 3-1. Les Foussa Juniors ont battu le TFCC par 2-1, tandis que le Tiakich et Azatiana ont fait match nul pour un score de 2-2. Au classement, Foussa Junior Bouin est toujours en première place avec 12 points, COSFA est deuxième avec 8 points et Adjesaya est troisième avec 7 points. AS Fanalamanque est inclus dans les 4 premiers avec 6 points. Uskafoot, Azatiana, Tiakich et Taramodjous FC sont les 4 derniers du tableau de ce groupe. Mais dans la conférence sud, les matchs ont été disputés pour les 8 équipes en lice. Le dernier tenant de la Coupe de Madagascar, l'LGCO Plus, s'est incliné face aux Zanakala FC sur le score de 2-1. Chetkitan l'a remporté sur le 3FP Touliar pour un score de 3-1. Disciple a perdu face au Mama FC 2-1 et le CFFA Douaran Foot, le dernier champion, a perdu 2-0 à Manakar face au Datou FC. Les 4 premières équipes de la conférence sud sont CFF1 Douaran Foot, Zanakala FC, Chetkitan et LGCO Plus. Ces équipes ont toutes 7 points. Datou FC compte 6 points, Mama FC 5 points, Disciple FC 4 et enfin 3FP Touliar avec un seul point. La compétition Pro League sera en pause à partir de cette semaine en raison de la préparation des Baréas de Madagascar pour le Tchad 2022 qui se tiendra en Algérie en janvier 2023, après quoi la compétition reviendra pour entrer dans la 5e journée.
Passons maintenant aux actualités internationales. L'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été interpellée vendredi soir à Bruxelles dans une enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. 4 autres arrestations avaient déjà eu lieu dans la capitale belge hier dans ce même dossier. Reportage sur les images de France 24. Le Qatar soupçonné de corruption au Parlement européen, c'est ce que révèle une enquête de la justice belge. 5 personnes ont été arrêtées ce vendredi. C'est un dossier pour suspicion de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle qui vise des faits de corruption potentielle depuis un État du Golfe Persique vers le Parlement européen. Une corruption qui aurait eu pour objet de tenter de modifier des décisions politiques ou économiques du Parlement européen. Parmi les personnes interpellées, l'eurodéputée grecque et vice-présidente du Parlement Eva Kaili, mais aussi son compagnon assistant parlementaire et un ancien eurodéputé italien. Au total, 16 perquisitions ont été opérées par la police. 600 000 € en liquide, du matériel informatique et des téléphones portables ont été saisis. Eva Kaili a depuis été écartée du Parti socialiste grec. L'élu avait rencontré le ministre qatari du Travail à Doha peu avant le début du mondial. Pays qu'elle a toujours défendu publiquement, le présentant comme chef de file en matière de droit du travail. Le pays a pourtant été accusé par des ONG de négliger les conditions de travail de ces centaines de milliers de travailleurs migrants. 6 500 étrangers seraient morts au Qatar depuis l'attribution du mondial en 2010, selon le quotidien britannique The Guardian. Ensuite, la situation est encore tendue dimanche dans le nord du Kosovo après des échanges de tirs pendant la nuit entre des Serbes et la police kosovare. En réaction, la Serbie va demander à l'OTAN l'autorisation de déployer des forces de sécurité dans le pays. Toujours avec France 24. Au Kosovo, les forces de sécurité de l'OTAN, présentes depuis 1999, se sont déployées dans les rues face à la crainte d'une nouvelle flambée de violence dans le pays. Dans le nord, des manifestants ont bloqué plusieurs axes après l'arrestation d'un ancien officier de police d'origine serbe. La police kosovare le soupçonne d'avoir pris part mardi dernier à une attaque contre des bureaux de la commission électorale et des policiers. Suite au blocus des manifestants, la police a fermé 2 postes frontières entre le Kosovo et la Serbie. Selon elle, plusieurs de ses agents ont été la cible de tirs dans une zone proche de la Serbie. Lors d'une conférence de presse, le président serbe a annoncé que le pays allait demander à l'OTAN le déploiement inédit des forces de sécurité serbes au Kosovo. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur notre requête auprès de la mission du maintien de la paix de l'OTAN pour lui demander d'assurer le déploiement de membres de l'armée et de la police de la République de Serbie sur le territoire du Kosovo Metohija, conformément à la résolution du Conseil de sécurité. Depuis plusieurs mois, les tensions ne cessent d'augmenter dans le pays. En novembre dernier, plus de 600 représentants serbes ont démissionné de leur poste pour protester contre la décision du gouvernement d'interdire les plaques d'immatriculation émises par la Serbie. Récemment, de nouvelles tensions ont éclaté suite à la décision des autorités kosovares d'organiser en décembre des élections locales dans les municipalités à majorité serbe. Des élections que les principaux partis politiques serbes ont annoncé vouloir boycotter. Et pour terminer cette édition, le vaisseau Orion s'est posé dimanche dans l'océan Pacifique au large du Mexique après avoir voyagé pendant plus de 25 jours dans l'espace et autour de la Lune. C'est une étape réussie pour le programme américain Artemis qui vise à terme à envoyer à nouveau des humains sur la Lune. Les détails toujours avec France 24. 3, 2, 1. 25 jours après son lancement, la capsule Orion fait son grand retour sur Terre, dans le Pacifique. Ce retour marque la fin de la mission Artemis 1, lancée par la NASA. Son objectif, récupérer des images de la Lune et recueillir des données sur les capacités du vaisseau spatial. Artemis 1 a été jusqu'à présent phénoménal. Vous savez, le but d'un vol d'essai est de prouver que nous avons fait le travail d'ingénierie et de conception correctement. En tout, Orion aura parcouru plus de 2,2 millions de kilomètres dans l'espace. Le vaisseau a également survolé la Lune à près de 130 km de sa surface. Mais le véritable test, c'est son retour sur Terre.
La capsule, censée entrer dans l'atmosphère à une vitesse de 40 000 km/h, est soumise à une chaleur de 2800 degrés Celsius. Nous devons nous assurer que le bouclier thermique fonctionne comme nous l'avions prévu afin de pouvoir envoyer un équipage sur Artemis 2. En récupérant la capsule, l'agence spatiale souhaite recueillir des données déterminantes pour les missions suivantes. Artemis 2, prévue pour 2024, doit entamer une mission d'exploration jusqu'à la Lune. Artemis 3, quant à elle, officiellement programmée en 2025, devra faire atterrir pour la première fois une capsule sur le pôle sud de la Lune. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques minutes, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir.